Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous êtes branchés sur la télévision nationale congolaise et toutes les chaînes partenaires qui vont relayer ce plateau spécial sous le thème Talent caché. Talent caché, la République démocratique du Congo en a par milliers. Aujourd'hui, nous allons en découvrir un. Il s'agit de ces cerveaux congolais qui ont longtemps servi en dehors des frontières nationales et qui ont enfin levé l'option de revenir au bercail pour apporter leur pierre d'édifice à la reconstruction de la République démocratique du Congo. Le talent caché que nous allons découvrir ce soir s'appelle M. Eric Mboma. Il se trouve être directeur général de Standard Bank, c'est une banque privée opérant en République démocratique du Congo depuis plus ou moins 4 ans, mais qui se trouve dans plusieurs pays africains et au-delà du continent africain. Il est également vice-président de l'ACB, entendez par là l'Association congolaise des banques. Il est enfin administrateur à la Chambre franco-congolaise. Avec lui, nous allons essayer de voir comment la diaspora congolaise, mais aussi tous ceux qui ont de quoi apporter à la reconstruction de la RDC, sont les bienvenus sur la terre de leurs ancêtres. Monsieur Eric Mboma, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous faire cette surprise. Ce n'était pas facile de vous avoir. Il a fallu plus ou moins 2 mois pour tomber sur vous. Un homme très discret, mais j'ai parcouru quand même, d'après mes recherches sur Internet, votre CV, votre curriculum vitae. J'avoue mon incapacité à le rendre fidèlement, étant donné sa richesse et son abondance. Alors, la première question, vous avez quitté le Congo tout jeune et vous avez choisi d'évoluer avec vos études à l'étranger. Quelles sont ces études spécifiquement qui vous ont aidé à vous tailler une place de choix au sein de l'élite intellectuelle étrangère? Déjà, merci pour votre accueil et aussi pour l'opportunité d'échanger avec vous ce soir. Merci. Si vous permettez, je vais peut-être corriger un élément de ce que vous venez de dire. Oui, volontiers. C'est moi qui suis au Congo depuis presque 4 ans, mais oui, la banque existe depuis 154 ans. Ah oui. Elle est en RDC depuis d'abord en observation et premières actions il y a presque un siècle maintenant, plus d'un siècle en réalité, oui. Inconnu. On agissait là où il fallait agir, oui, c'est-à-dire auprès des entrepreneurs et des grands groupes qui s'intéressaient à la RDC. Oui. Nous sommes installés dans le pays de façon permanente depuis pratiquement 25 ans, mais la loyauté et l'amour pour la RDC, en tout cas, est là depuis bien plus longtemps que ça. Tout à fait. Alors, parlez-nous de ces études, de ces hautes études que vous avez faites ailleurs. Est-ce que vous n'aviez pas la possibilité de les faire ici, ou parce que ce que vous vouliez faire comme études n'était pas au Congo? Bon, je pense que c'était un concours de circonstances comme pour beaucoup d'entre nous. Mon père était un cadre, tout simplement, dans une entreprise minière, la Sosacom et puis la Gécamine, après avoir été magistrat. Et donc, j'ai eu l'opportunité à un moment donné de poursuivre mes études très jeune à Paris, suivi ensuite par un séjour aux États-Unis. Quelles études avez-vous faites à Paris concrètement? À Paris, Subdeco. Paris. Donc c'est une grande école de commerce. Oui. C'est l'une des 2 plus grandes écoles. Oui. Suivi immédiatement ensuite d'une brève expérience qui m'a ouvert ensuite les portes de l'université d'Harvard à la Kennedy School, l'école de gouvernement d'Harvard. Aux États-Unis. Oui. Donc j'ai fait l'école de gouvernement là-bas et ensuite j'ai aussi fait mon MBA. Donc j'ai fait une spécialisation, si vous voulez, en matière plutôt économique. C'est un master en gestion des affaires. Avec un intérêt particulier pour, dans tout cet ensemble d'études, entre guillemets, j'avais toujours nourri un intérêt très fort, bien entendu, comme nous tous, sur les questions sociales, économiques et bien sûr la finance. Votre parcours renseigne que vous avez été brillant pendant votre séjour en Europe, aux États-Unis et même en Asie. Comment expliquez-vous qu'une si longue carrière ait porté des fruits escomptés par vous-même, selon ce que nous avons lu, de l'autre côté, à l'étranger, en dehors des frontières de votre pays?
Je crois que je parlais de concours de circonstances, d'opportunités et d'intérêt. Intérêt pour la finance, clairement, mais aussi compréhension de l'environnement d'où l'on vient. Quand on vient de la RDC, on sait que la RDC, pour moi, peut-être que j'étais avant tout un enfant rêveur, mais c'est un pays qui a plein d'opportunités, qui a des défis, mais qui a des opportunités. Généralement, pour un homme d'affaires, là où il y a des opportunités, là où il y a des défis, il y a des opportunités. Et c'est exactement ce que je ressentais pour la RDC et que je continue à percevoir, à ressentir et aujourd'hui à vivre. Ça fait 3 ans et demi que je suis là, mais le passage en Occident, bon, je crois que je ne suis pas le seul à l'avoir fait. C'est une opportunité pour voir une autre manière de fonctionner et de travailler. C'est un exemple que l'on a généralement tous, qui nous est donné de manière assez immédiate, mais pour moi, l'expérience asiatique, et en particulier Singapour, a eu quelque chose de bien plus important encore, parce que c'était intéressant de voir un continent, une culture qui va de l'avant, sans forcément être ni africain ni occidental, et quelque part simplement qui a des aspirations presque universelles, je dirais. Et je pense que c'est quelque chose qui est en nous tous, et donc ça veut dire que le Congolais peut donner continuellement plus encore. On peut réaliser plus que ce qu'on a pu réaliser avant. Je pense que j'ai toujours été quelqu'un d'optimiste, un petit peu challenger et rebelle parfois. Rebelle contre vous-même. Oui, ben je refuse d'être déterminé par mon environnement uniquement. Je pense que je peux avoir prise sur cet environnement et que je peux faire peut-être faire un peu mieux que ce qui m'était donné à faire. C'est ça. Au départ. Donc peut-être que je suis juste un rêveur aussi. mais je pense que c'était intéressant de passer du temps en Asie et aussi j'ai des amis, des gens qui étaient aux études avec moi aux États-Unis ou en France, que j'ai retrouvés en Asie dans beaucoup de circonstances et qui accomplissent des choses qui sont assez intéressantes, qui ont de l'impact sur leur société aussi, parce qu'ils sont dans une entreprise qui apporte beaucoup plus à l'environnement dans lequel ils sont, et on a envie de faire la même chose aussi chez soi. Et c'est pour ça que lorsqu'on a un jour l'opportunité de travailler en RDC, je crois que personne n'hésite, parce que c'est chez soi, après tout. Même si toutes les routes ne sont pas dans le plus beau des états, même si tout n'est pas parfait, mais c'est la maison, quelque part. Vous vous sentez plus à l'aise au Congo qu'à l'étranger où vous avez fait des dizaines d'années? Oui. Je suis à l'aise partout, mais l'expérience est différente. Je ne pensais pas que je serais autant à l'aise en Asie lorsque j'ai décidé de m'y installer. Après avoir vécu plus de 4 ans et demi à Singapour, je crois que je me suis adapté à l'environnement. Au bout de peut-être 6 mois, je me sentais chez moi. Je n'ai jamais considéré que j'étais enfermé dans... je vis mon identité pleinement, mais je ne suis pas enfermé en elle. Tout à fait. Alors, quand j'essaie un peu de jeter un coup d'œil sur votre parcours, qu'est-ce que vous pouvez nous dire très concrètement? Qu'est-ce que vous avez fait en Europe, aux États-Unis et en Asie? Comme carrière, les études, vous avez déjà dit quelque chose là-dessus. Alors vous avez une combinaison quelle fonction en Europe, dans quelle entreprise? Ok. Direction financière de Cifija à Paris. Ensuite du consulting en stratégie pour le groupe Logica CMG pendant quelques années, et ensuite c'est le basculement aux États-Unis où je continue mes études, mais je repars dans la banque, cette fois-ci Crédit Suisse. Je passe du temps à Londres chez Crédit Suisse également, Leverage Finance, donc c'est de la banque d'affaires. Une expérience extrêmement enrichissante, exigeante aussi, avec des heures de travail qui à l'époque me semblaient étouffantes par moments, mais en même temps ce qu'on apprenait et ce qu'on vivait, ce à quoi on était exposé était tellement spécial, parce qu'on travaillait sur des projets de financement assez extraordinaires qui étaient parfois en milliards de dollars, donc c'est quelque chose qui était impressionnant et enrichissant en termes d'expérience que j'étais en train d'acquérir. Le développement de ma carrière à ce moment-là, c'est 2007-2008, il y a la crise financière qui s'installe, le sentiment que l'industrie bancaire va forcément bouger, et puis aussi le sentiment que l'industrie minière, qui était encore dans une phase très très ascendante, et ce n'est pas fini, parce pour moi on est toujours dans un super cycle. Le super cycle A est une courbe qui va de haut
en bas, bien sûr, mais ce super cycle n'est pas fini. Il est en plein milieu de mon point de vue. C'est ça. Et donc, pour moi, il était évident que, étant congolais, ayant l'opportunité d'avoir passé un petit peu de temps en banque déjà, et connaissant l'importance du minier dans l'économie congolaise, il s'agissait de prendre sa place quelque part. Et donc j'ai rejoint l'équipe des acquisitions de BHP Billiton. BHP Billiton est le plus grand conglomérat minier au monde, d'origine australienne, qui a quelque part fait toute son histoire et sa fortune dans l'industrie minière, mais pour la première matière qui a vraiment beaucoup servi était le minerai de fer. Donc voilà l'opportunité de le rejoindre et de regarder une dizaine de matières premières dans le monde. Et donc mon rôle dans cette équipe était de m'intéresser d'abord en tant qu'analyste, parce que je suis rentré en tant qu'analyste, mais assez rapidement j'ai pu regarder le monde entier. Donc mon rôle était d'analyser et quelque part de pouvoir mettre un chiffre sur la valeur des projets que nous voulions acquérir dans le monde. Ou alors dont nous voulions nous déposséder, si vous voulez. Parce qu'il nous arrivait parfois de reculer face à des projets qui ne nous semblaient pas être porteurs, ni qui soient toujours ancrés sur la stratégie du groupe pour lequel je travaillais. Tout à fait. Mais expérience, encore une fois, enrichissante, parce qu'on est face à des questions clés pour la RDC notamment. On a parlé plusieurs fois de l'importance des projets miniers et de leur valorisation, à quel prix faut-il les acquérir, à quel prix doit-on accepter de s'en séparer. C'est des questions qui sont au centre de l'enjeu minier en RDC. Ce n'est pas la seule question, mais c'est une des questions importantes, un enjeu crucial. Et donc voilà, c'était l'opportunité d'apprendre tout ça, d'être exposé à ça dans l'une des plus grandes maisons au monde, sinon la plus grande, avec une valorisation boursière au-dessus de 150 milliards de dollars. C'est impressionnant. Mais vous n'avez rien fait pour votre pays, pour ramener les capitaux au Congo, avec ce géant minier où vous avez travaillé. Ce géant n'a pas eu besoin de moi pour s'intéresser à la RDC. La RDC est séduisante par elle-même. Et BHP Billiton était déjà en RDC en ce moment-là. Si vous vous souvenez, dans les années, au début des années 2000, jusqu'à peu près 2010 ou 2011, BHP Billiton a regardé de près notamment le barrage d'Inga, avec la possibilité d'y investir, selon les époques, entre 5 à grosso modo 8 ou 9 milliards de dollars dans le barrage d'Inga. Malheureusement, ce projet n'a pas abouti. Mais donc, j'étais dans une entité qui regardait de près, avec beaucoup d'intérêt, la RDC. Tout à fait. Je ne vous cache pas que la première raison pour laquelle je me suis approché de ce groupe, c'était sur base d'une recherche. J'étais encore en train de terminer mon programme, mais je pensais à ce que j'allais faire après. Donc, j'ai regardé un petit peu les grands groupes miniers dans le monde, parce que j'estimais que si j'arrivais à bâtir une expérience dans un groupe de renom, cela était comme un diplôme professionnel supplémentaire. Tout à fait. Alors, une autre question. Pendant tout ce temps que vous avez passé aux États-Unis, en Europe et même en Asie, j'ai lu dans un magazine que vous avez été plébiscité à un moment, après avoir obtenu bien entendu plusieurs prix, plébiscité, retenu parmi les 20 meilleurs hommes d'affaires africains. À quoi est dû cet exploit? L'expérience, l'intelligence congolaise, c'est quoi? Je crois que ce sont des cas rares que les Noirs, notamment les Africains, émergent dans un jury aussi rigoureux que celui qui a, à l'époque, qui vous a plébiscité parmi les 20 meilleurs hommes d'affaires africains. Bon, c'est bien sûr un honneur quand on a l'opportunité d'être reconnu parmi les siens et d'être ainsi distingué. Donc j'étais bien sûr très touché. À quoi est-ce que cela m'était dû? C'est difficile à dire, sauf que je crois qu'il y avait une série de critères qui devaient certainement tenir compte du parcours académique, du parcours professionnel. Il me semble que le potentiel de développement a été pris en considération et aussi la capacité d'influence et éventuellement peut-être aussi un petit peu les réseaux auxquels on peut appartenir sur le plan du développement professionnel qu'on a pu avoir. Tout ça a été pris en compte. Si je me souviens bien, parce que je pense à un en particulier qui mettait tous ces éléments-là en avance. Et puis je pense aussi l'âge.
Parce que je crois qu'ils étaient surtout en train de récompenser des chefs d'entreprise au début de leur carrière, quelque part. Oui. Donc Alors, aussi, pendant tout ce temps que vous avez passé dans la diaspora, est-ce qu'il vous est arrivé un jour, comme d'autres jeunes Congolais, de nourrir des sentiments de haine vis-à-vis de votre pays et de ses dirigeants? Bon, je suis un individu impatient, fondamentalement impatient, parce que quand je passe quelque temps à Singapour et que je vois que du jour au lendemain, une autoroute que je n'avais pas vue il y a 3 mois est en train d'être finie, littéralement, oui, j'ai envie de voir la même chose dans mon continent et bien entendu en RDC. Lorsque je vois le taux d'alphabétisation, le niveau d'éducation, l'épanouissement de la société de manière générale, oui, je suis impatient et j'ai envie qu'on y soit depuis déjà une trentaine d'années, une quarantaine d'années, voire plus. Donc je suis un individu impatient, donc je serai toujours en train de me dire pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas déjà fait depuis hier, bien entendu. De la haine, comme je le dis, c'est plus de l'impatience et peut-être que je ressens le besoin de voir notre génération toujours en train d'influencer un peu plus encore, de contribuer à modeler ce qu'on est en train de vivre, la société que nous sommes en train de bâtir. Ma formation, par exemple, le côté Kennedy School, ça me donne une dimension, j'imagine, sociale. Mais ma formation Chicago me donne une formation peut-être capitalistique. Et je pense que les deux ne sont pas en contradiction. Je pense que pour avoir une entreprise florissante, on a besoin de consommateurs capables de payer. Je pense que le Congo a des challenges, bien entendu, a des défis dans le domaine de l'éducation. Il faut continuer à former des gens qui soient au diapason de ce monde qui évolue tellement à une vitesse extraordinaire. La santé restera quelque chose où je ressens, je vois, j'ai vu encore des reportages il y a quelques semaines qui montraient des médecins congolais, des neurochirurgiens qui faisaient une différence extraordinaire sur l'environnement dans lequel ils vivent, qui se démarquent à l'étranger et qu'on devrait voir encore plus souvent en RDC. C'est des choses qui me réjouissent et que j'aimerais voir en réalité encore plus présentes ici. Je me souviens d'une frustration dans un hôpital où je tombe sur un médecin qui est censé être un expert extraordinaire, mais qui n'était pas meilleur que les médecins locaux que j'avais rencontrés aussi. Au Congo? Oui, au Congo. Mais alors, au Congo, j'ai les deux sentiments. Hein. Je vais tomber sur de l'excellence et je vais tomber sur du moins bon. Et j'aimerais qu'on soit constant.